L'école fait le meilleur job qu'elle faisait il y a une dizaine d'années, assurément. Mais tu as l'autre partie du débat qui est vraiment le rôle de l'école de former les consommateurs et les épargnants de demain. De se rappeler que c'est se payer en premier. Parce que souvent, comme on ne le consomme pas cet argent-là, on oublie presque en fait, non, c'est notre argent. Donc finalement, on est en train de se payer soi-même. La planification financière, elle n'existe pas sans objectif. Moi, si tu me dis « Hey, je veux une planification financière », tu dis « Hey, Alex, fais-moi une planification financière », je sais pas quoi faire. Bonjour à toutes et à toutes, mon nom est Adélia Rose et je vous souhaite la bienvenue dans les APMO, le podcast qui vous aide à comprendre les enjeux financiers de façon simple, concrète et accessible. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui concerne particulièrement les jeunes adultes, à savoir la planification financière. Beaucoup pensent qu'il faut attendre d'avoir un gros revenu, une maison ou une famille avant de commencer à planifier. Mais en réalité, commencer tôt fait toute la différence. Pourquoi ? Parce que chaque dollar investi tôt profite du temps et de la magie des intérêts composés. Mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est également une question d'habitude, de discipline et de vision pour l'avenir. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Leblond qui accompagne régulièrement les jeunes dans leur démarche financière. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Alexandre. Salut, ça fait plaisir. Merci de l'invitation. Pareillement. Alors, pour commencer, j'aimerais savoir, selon toi, pourquoi est-ce que les jeunes tardent tant à prendre en main leurs finances? Il y a plusieurs réponses à ça. Une d'entre elles, c'est quand on est jeune, à la base, souvent, on va commencer au bas de l'échelle. Donc, on va pas nécessairement avoir des ressources financières très abondantes à notre disposition. Fait que souvent, une fois que le loyer, l'épicerie, la voiture, puis la base est payée, mais c'est pas comme si on nageait dans les surplus. Il en reste clair. pas beaucoup. Fait qu'il y a cet aspect-là. Il y a l'autre qui est souvent, quand on est jeune, on fait l'erreur de vouloir... consommer rapidement et non pas dire hey, je vais en mettre de côté pour consommer plus tard. Fait que ça, c'est une autre partie de l'équation. Puis la troisième, puis je sais qu'on va aborder ce sujet-là un petit peu plus tard, mais c'est le fait qu'il n'y a pas nécessairement d'éducation qui est faite par rapport à ça, autant de la part du système d'éducation que des parents, des fois. Il y a plusieurs acteurs qui sont à blâmer là-dedans. Là. Fait que je te dirais que c'est un genre de mélange de ces trois réponses-là qui fait en sorte que souvent, on commence pas avant, pas dire avant qu'il soit trop tard, parce que c'est pas vrai, là, mais on commence pas nécessairement au moment optimal quand vient le temps de commencer à penser à sa planification financière. Écoute, tu m'as devancé un peu sur ma prochaine question qui était justement de demander est-ce que le système éducatif prépare d'une certaine manière les jeunes à la planification financière? Oui et non. Puis il y a une réponse à cette question-là qui était vraie peut-être en 2010, puis il y en a une qui est vraie en 2025. Okay. Il y a un cours qui a été rentré au secondaire là, pour tout ce qui est finances personnelles où on se concentre, tu sais, moi je l'ai lu le cursus, là, puis le livre qui a été fait, là, puis il y a même, tu sais, il y a des gens comme Pierre-Yves McSween qui ont participé à ça, puis on va quand même couvrir les bases d'une bonne manière. Là. Tu sais, ce qui n'était pas fait il y a 10 ans. Je pense que ça fait 8 ans à peu près que ça existe, à mon ce époque, cours-là. c'était pas fait en tout cas. Non, c'est ça. C'est quand même assez récent. Puis dans ce livre-là, on va en parler des intérêts composés. On va en parler de certaines différences entre le REER et le CELI. Fait qu'il y a ça qui est fait. Je te dirais que, moi, j'utilise souvent cet exemple-là. Là. La notion financière la plus importante qu'une personne doit comprendre dans toute sa vie, elle est enseignée à l'école. Elle est enseignée quelque part aux alentours du secondaire 2. C'est juste qu'il n'est pas enseigné sous cet angle-là. Tu as sûrement vécu ça. Là. Souvent, là, à 13-14 ans, à un moment donné, tu arrives dans un cours de maths, puis là, il t'explique c'est quoi les fonctions exponentielles. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Qu'est-ce que je vais en quoi faire? Ça va me servir Ça dans manque la de vie? contexte. Ça manque de contexte, ça a l'air super abstrait, mais en réalité, ces notions-là sont de loin les plus importantes dans la vie financière de quelqu'un. Si quelqu'un prend ces notions-là, puis dit « Hey, je vais prendre ça, puis je vais l'appliquer à mon accumulation de richesse, à mon épargne », bien, cette personne-là vient de prendre des 1000 d'avance sur la personne qui se dit « Ah, ben c'est plate, ça sert à rien ». On s'entend, à 14 ans, moi, j'étais la personne qui dit « C'est plate, ça sert à rien ». J'ai pas compris que je pouvais le lier à mon accumulation de richesse avant 23, 24, 25 ans. Mais moi, c'est une des critiques que j'ai là, souvent, particulièrement en mathématiques, on met ça de façon très abstraite. Là. C'est Raymond a 3 pommes, puis alors qu'on pourrait vraiment faire un lien direct entre les notions qui sont apprises là-dedans puis la vie financière des gens. Fait que comme ça, je pense que ça pourrait
ça pourrait faire en sorte qu'on ait une meilleure compréhension, parce que moi, le cerveau humain, on dirait qu'il est programmé pour penser de façon linéaire, alors que la planification financière, c'est exponentiel. Fait qu'on n'a pas nécessairement on dirait qu'on n'est pas programmé pour bien le comprendre. Fait que l'école fait le meilleur job qu'elle faisait il y a une dizaine d'années, assurément. Ça, c'est clair. Mais tu as l'autre partie du débat qui est, il y en a qui disent que c'est vraiment le rôle de l'école de former les consommateurs et les épargnants de demain. Il y en a d'autres, à l'autre extrême de cette question-là, qui se disent « Hey, ben, t'es un adulte rendu à 18 ans, c'est à toi de te former, c'est à toi d'aller chercher ces connaissances-là, puis c'est pas une mission de l'État. » Je pense pas qu'il y en a un qui a fondamentalement raison, puis l'autre qui a fondamentalement tort. Il y a différentes visions là-dessus. Moi, je te dirais que je pense que l'école doit en donner une partie. Par contre, c'est pas vrai que tu peux, rendu à 47 ans, dire « Hey, j'ai pas de connaissances financières, puis c'est à cause de mon prof de secondaire 4. » Rendu là, tu es supposé avoir pris ça un petit peu dans ta cour à toi. Là. Fait que je te dirais que c'est une responsabilité partagée là-dessus. Bah écoutez, moi je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez justement. Est-ce le rôle de l'école pleinement ou non? Au-delà de ça, j'aimerais justement savoir quelles sont les conséquences que ce retard peut avoir sur le futur des jeunes. Ben, moi, je l'illustre souvent de la manière suivante. Là. Quelqu'un qui vient me voir, disons, prenons 25 ans. Il a fini que ce soit sa formation professionnelle ou sa formation universitaire. Il vient me voir, il a son salaire, il commence dans sa vie financière. Cette personne-là, à 25 ans, là, il y a à peu près rien qui puisse me dire que je ne suis pas capable d'aller modéliser puis que je ne peux pas faire en sorte que cette personne-là réalise cet objectif-là. Si tu te prends ta retraite à 45 ans, c'est-tu de faire le tour du monde, c'est-tu d'acheter 15 blocs? Si tu me le dis à 25 ans, là, j'ai aucune porte de fermée. Si tu m'arrives à 29, c'est pas toutes les portes qui sont fermées, mais il y en a quelques-unes qui vont s'être fermées. Si tu m'arrives à 35, il y en a encore certaines qui vont être ouvertes, mais il y en a un petit peu plus qui vont être fermées. Pourquoi? Parce qu'on a mentionné l'intérêt composé. À un moment donné, c'est toujours les 10 premières années. Là. Quand tu regardes là, mes clients là, qui ont 65, 70 ans, les plus vieux, là, quand tu regardes leur parcours d'épargne pendant leur vie, c'est toujours les 10 premières années qui sont les plus payantes. On s'en rend pas compte au début, parce que le cerveau il est programmé de façon linéaire, puis on est dans une notion exponentielle. Là. On s'en rend pas compte au début, mais c'est ces années-là qui sont les plus payantes, puis c'est celles-là qui sont les plus déterminantes dans notre parcours vers l'indépendance financière. Fait que si nos 10 premières années, c'est 25 à 35, ben on va se ramasser avec beaucoup plus que si nos 10 premières années, c'est 35 à 45. On va avoir pris des 1000 d'avance. C'est pour ça que moi, l'impact de commencer tôt, là, c'est que ton chemin vers l'indépendance financière, vers la liberté financière, va être beaucoup plus facile, puis va te demander beaucoup moins d'efforts. Parce que si tu commences à 35 ans puis tu veux prendre ta retraite, mettons, quelqu'un à 25 ans qui me dit je veux prendre ma retraite à 60, bien, ça va vous coûter bien moins cher que quelqu'un qui me dit la même chose, mais 10 ans plus tard. Pourquoi? Parce que son argent va travailler plus longtemps pour lui. T'sais. Fait que je te dirais que ce serait pas mal ça. C'est excellent à savoir. Donc, vous l'aurez compris, si vous êtes au secondaire, c'est le temps de vous concentrer sur vos fonctions exponentielles. Et oui. Parce que, voilà, ça commence déjà par la compréhension de ces concepts-là. Je pense la vie n'est pas linéaire, du moins. Quand on parle de finances, c'est de l'ordre de l'exponentiel. Alors, si je comprends bien, ou bien si tu peux le reformuler, si tu devais expliquer simplement à un jeune pourquoi il doit commencer dès maintenant, ce serait quoi l'argument que tu lui donnerais? L'argument que je lui donnerais, là, c'est, puis c'est drôle parce que j'ai été là-dedans récemment, là, il n'y a rien de pire. Moi, là, ce qui est le plus important pour moi dans ma vie, là, je te parle en tant que personne, en tant que professionnel, là, c'est la liberté. Je veux pas que personne puisse être en mesure dans ma vie de me dire quoi faire, de me dire quand le faire, de me dire comment le faire. Je veux être le maître de mes propres décisions. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui partagent la même valeur de la liberté. Absolument. C'est rare des gens qui disent « Moi, la liberté, achète-moi pas que ça m'intéresse pas. » Fait que, tu sais, cette liberté-là, elle se construit... l'idée, c'est que l'argent n'est pas une fin en soi. L'idée, c'est pas de recevoir ses relevés de compte et de dire hey, « je suis donc bien riche ». C'est que ces relevés de compte-là fassent en sorte qu'il n'y a personne qui peut te dire demain matin « tourne à gauche » quand toi,
tente de tourner à droite. T'sais. Fait que moi, le moteur, c'est ça. Puis je l'ai vécu dans certains cas où on arrive avec des gens qui ont 65, 67 ans, puis qu'eux, ils me disent « Hey, j'aimerais ça faire telle affaire dans ma retraite, telle affaire. » Puis eux, ils ont des portes qui sont fermées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les étapes desquelles on parle à 25, 30, 35 ans. Dire à quelqu'un « T'as pas le choix de vendre ta maison, parce que sinon, ça balance pas. » C'est pas le fun. En tant que professionnel, c'est pas le fun en tant qu'humain de recevoir ça, parce que souvent, on a fait, dans certains cas, de l'aveuglement volontaire. Puis, c'est pour ça que moi, en ayant vécu ça, là, en ayant eu à dire à des gens plus vieux, « Hey, ce que tu me dis que tu veux faire, là, tu ne peux pas. Tu t'es pas donné les moyens de le faire. » Ben, moi, ça me donne, de vivre ça, ça m'a donné des outils pour aller, en bon français, driller mes jeunes, là, puis leur dire « Hey, j'ai pas le goût que dans 20 ans, ce soit avec toi que je fasse cette rencontre-là, là, de dire ce que tu as dans la tête, c'est impossible. » Fait que si tu commences à travailler ça tôt, l'intérêt composé, souvent, on en entend parler, puis on sait, Einstein il avait dit que c'est la 8e merveille du monde. Puis, souvent, les gens ne comprennent pas nécessairement c'est quoi, comment ça se traduit. Là. L'idée, c'est de dire, mettons que j'ai 100$, puis je fais 10% de rendement. Ben, ça veut dire que l'année prochaine, j'ai 110$. Si je fais un autre 10% de rendement, ben, c'est pas sur mon 100$ initial là, que je fais ce rendement-là. C'est sur mon 110$, parce que le rendement que j'ai déjà dans mes poches, il existe. Là. Fait que c'est l'idée que je fais du rendement sur le rendement de l'année précédente, puis de l'année précédente, puis de l'année précédente. Fait que quand on parle de fonction exponentielle, c'est ça que ça veut dire. Fait que c'est pour ça que si tu commences tôt, ben le vrai coût financier que tu vas avoir, là, il n'est pas si grand que ça. Pourquoi? Parce que ton argent va avoir travaillé pour toi. Des fois, là, je vois dans des dossiers clients là, quelqu'un, mettons, qui a fait la job, qui a fait ce qu'il devait faire, qui arrive à 63, 64, 65 ans, qui a pas, il ne s'est pas privé toute sa vie, il a quand même voyagé, il a quand même fait des dépenses, il est allé au resto. Il n'a pas vécu en moine pendant 30 ans, là, mais souvent, on se ramasse avec des comptes de placement à 1,5, 1,6 millions. Puis le montant qui a été investi, c'est quelque chose genre, 450, 460 000. Ça veut dire qu'il y a presque 1 million de rendement juste parce que la personne a... Souvent, on parle du principe de se payer en premier. Là. Elle, à chaque fois qu'elle avait sa paye, il y avait un montant qui partait, puis elle s'en rendait pas compte. Puis elle était habituée de vivre sans ce montant-là. C'était pas... ça chamboulait pas sa vie. C'est juste qu'elle s'est habituée. Ce montant-là augmentait tout le temps à chaque année. Puis ça a donné qu'à un moment donné, cette personne-là se réveille, puis « Hey, je suis indépendant financièrement. » Fait que moi, c'est ça que j'essaie d'inculquer aux plus jeunes. Là. Il y a rien de pire que dire à quelqu'un qui a travaillé pendant 40 ans que malgré tout ça, il n'est pas indépendant. Ben merci de nous partager ces conseils parce que justement, je pense qu'avec cette compréhension des choses, ça va justement nous éviter de se retrouver dans cette situation-là. Il y a quelque chose que tu as mentionné que j'ai trouvé également très intéressant. Tu as parlé de faire travailler son argent ou du fait que l'argent travaille pour soi. Ouais. Et je pense que c'est vraiment important de souligner ça. On ne veut pas forcément travailler juste pour l'argent, mais se mettre dans la posture où nous, on fait travailler l'argent. C'est ce que je comprends? Exactement. Tu as tout compris. Tu sais, cette notion-là, c'est... Tu sais, prenons... je vais prendre un gros chiffre, mais un chiffre rond, juste pour que ce soit simple à comprendre. Là, mais souvent, là, ce qu'on voit, c'est des gens qui arrivent, quand ils ont atteint un certain niveau, là, ben, eux autres, je sais pas, moi, ils ont un coût de vie de 50 000 $ par année, mais juste les placements, ce que ça leur rapporte, souvent, c'est à peu près ça, entre 40 et 60 000 $ par année, quand ils sont rendus à un certain seuil. Fait que quand on dit ton argent travaille pour toi, ça veut dire que tu es capable de financer ton coût de vie sans même toucher à ton capital. Tu veux juste toucher au rendement. Fait que, ultimement, je vais te donner un exemple. C'est un exemple extrême, là, mais moi, j'ai justement un jeune client qui a une grosse tolérance au risque. Okay? C'est pas tout le monde qui serait capable de prendre ces risques-là dans sa vie, là, mais entrepreneur, puis lui, il a fait son premier million à 26 ou à 27 ans à peu près. Ah, c'est possible ça? Ouais, c'est rare, mais c'est possible. Bon à savoir. Puis tu vois, lui, quand on parle de ton argent qui travaille pour toi, dans sa compagnie, juste le rendement depuis le début de l'année, c'est à peu près... C'est au-dessus de son salaire annuel. Fait que tu sais, techniquement, il aurait pu pas aller travailler cette année, puis il aurait quand même eu ce montant-là. Fait qu'on s'entend, avant d'arriver là, t'as des croûtes à manger, mais on illustre le principe. Puis le danger là-dedans, c'est toujours que
dans 95% des cas, c'est pas rapide. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que le fait que ce soit pas rapide, ça n'a pas l'air concret, ça a l'air théorique. Puis, à un moment donné, on abandonne parce qu'on a l'impression que ça s'applique pas à nous ou que c'est pas vrai. Le défi, puis là où c'est difficile, c'est de rester investi, de continuer les stratégies qui ont été mises en place, parce que c'est pas après 5 ans que ça paraît. Là. Après 5 ans, bien souvent, tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Surtout quand, mettons, les marchés boursiers n'ont pas été bons. Ça se peut très bien que tu te ramasses avec moins d'argent que ce que tu as réellement investi. C'est un challenge. Là. Ça peut être décourageant. Ça peut être décourageant. Si c'était si facile que ça, il n'y aurait pas une personne que tu croises sur la rue qui ne serait pas millionnaire. T'sais. Parce que ça prend... La théorie est relativement facile. À mon avis, là, une fois que tu comprends les bases, la théorie est relativement facile. C'est de la mettre en application puis de rester en accord avec le plan pendant une longue période. C'est là où, des fois, dans certains cas, la chaîne débarque. Là. Peut-être avant même de continuer sur le fait de rester en mouvement, qu'est-ce que tu pourrais donner comme recommandation assez simple à un jeune qui entend tout ça, mais qui ne sait vraiment pas par où commencer? Ce serait quoi le premier pas qu'il pourrait faire pour justement prendre ses finances en main? Moi, je trouve que de plus en plus, tu sais, nos parents, mettons, avaient l'excuse que l'information n'était pas disponible. Parce que si tu voulais t'informer sur tes finances, il fallait que tu ailles trouver un livre à la bibliothèque quelque part, il fallait peut-être que tu trouves une émission de radio à un moment donné qui allait en parler. C'était dur d'avoir accès à l'information. Là, on a d'autres défis, là, les jeunes, en 2025. Là. L'accès à l'information, tu peux pas dire « Ah, j'ai pas trouvé l'information ». Ça n'existe pas, cette excuse. Il y a même des podcasts maintenant qui en parlent. Il y a des podcasts. Si tu veux de l'information va te sauter dessus. Là. Fait que moi, ce serait... Tu sais, c'est rendu facile maintenant de trouver des gens qui parlent de ça en ligne, qui expliquent des concepts. Fait que commence à suivre ces personnes-là. On s'entend, il faut bien les sélectionner parce qu'il y a des vendeurs au travers de ça, là, puis on peut tomber dans des... Oui, exactement. Ouais. Mais de s'exposer à ce contenu-là, de commencer à y penser, commencer à s'y intéresser tranquillement pas vite, parler à ses parents aussi. Moi, j'en fais des rencontres des fois avec, mettons, mon client qui a 55, 56 ans et son enfant des fois entre 18 et 25 ans. Des fois, le parent va être là. Des fois, c'est juste, il me réfère l'enfant devenu adulte, puis on commence à travailler ça ensemble. Un des meilleurs trucs d'enrichissement, justement pour ne pas avoir l'impression de toujours se priver, puis l'erreur que les gens font souvent, puis c'est là où on peut se retrouver pris à la gorge, puis qu'on prend des risques, à mon avis, qui en valent pas la peine, c'est quand on inflationne systématiquement notre niveau de vie avec l'augmentation de notre revenu. Fait que souvent, il y a du monde qui ils sortent des premiers jobs, ils ont 25 ans, ils font, je sais pas moi, 60 65 000 par année. Toute balance. Ils sont capables de payer leurs trucs. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'argent de plus. Mais dès qu'il y a un 5 000 de plus qui rentre l'année prochaine, bien là, il y a un nouveau paiement qui s'ajoute. Puis un nouveau paiement, puis un nouveau paiement. Fait que ça fait en sorte deux choses. Premièrement, si jamais ils en viennent à perdre leur emploi, bien, ils sont pognés dans des paiements, puis ça devient extrêmement insécurisant. Deuxième chose, c'est qu'il n'y a jamais un pourcentage de ça qui est alloué à l'accumulation de richesse, qui est alloué à mettre de l'argent de côté pour aller chercher cette indépendance-là dont on parlait. Ce que tu appelles se payer en premier. Exactement. Fait que moi, ce que j'ai appliqué, mettons, dans ma situation, puis que je recommande souvent, puis le but, c'est pas encore de devenir un moine, là, c'est vraiment pas ça. Là. Mais tu sais, si tu es confortable dans ta situation actuelle, là, avec ton revenu actuel, puis ben, si tu as une augmentation de 4%, 5%, 6% l'année prochaine, puis tu n'es pas obligé de prendre ce montant-là de plus puis automatiquement aller trouver une manière de le dépenser dans ton budget. Tu n'es pas obligé de le consommer maintenant. Tu peux très bien dire, hey, ce montant-là, je suis confortable présentement, ça va bien mes affaires, je ne dépends pas de ce montant-là supplémentaire, je le donne à mon mois du futur, puis mon mois du futur va avoir ce montant-là, plus l'intérêt accumulé pendant 5, 10, 15, 20 ans. Fait que ça, c'est une manière de le faire. Tu sais, mettons... moi, j'avais un niveau de vie quand j'avais, je sais pas moi, 23, 24. Là, je sais comment ça va, ben, je suis confortable. J'ai pas besoin nécessairement de plus. Fait que là, au fur et à mesure que mon revenu a augmenté, ben, c'est important. Il faut que tu te permettes une coupe d'affaires de plus une fois de temps en temps. Là. Moi, je n'essaie jamais de devenir un extrémiste de l'épargne. Là. Jamais ça te tente d'aller voir un spectacle, puis les billets sont plus chers que prévu, mais c'est vraiment ton artiste préféré. Achète les billets. Là.
mais fais pas ça à chaque fin de semaine. C'est pour ça que moi, c'est un truc qui fonctionne et qui est démontré mathématiquement, là, c'est une fois que tu es confortable, fais juste garder ce niveau de vie-là. Inflationne-le pas plus que nécessaire. Mets le supplément que tu vas avoir dans les années futures de côté. Puis à un moment donné, tu vas te réveiller à 45, 50, 55 ans, puis tu vas avoir le fruit de ça. Ça me parle énormément. En parlant justement de montant, combien est-ce qu'il faut investir pour que ça en fasse la peine? Est-ce qu'il y a un montant minimum requis pour commencer justement à investir, tout simplement? Non, il n'y a pas de minimum. Puis c'est dur aussi là-dedans de ne pas tomber dans le jeu de la comparaison. Je vais te donner un exemple. Moi, il y a une cliente... Puis, tu sais, là, on n'a pas parlé de ce genre de choses-là, mais il y a des situations financières difficiles, des fois, que hey, là, ça va bien parce qu'on a 2 salaires qui rentrent dans la maison, puis à un moment donné, une séparation qui arrive, puis là, c'est une cliente qui s'était séparée, puis pendant quelques mois, voire quelques années, ça avait été vraiment dur financièrement. Là. Il y en avait autant qui sortaient que ce qui rentrait, puis c'était pas parce qu'elle était en mode dépense, puis c'est juste que séparation, OK, on payait tout à 2, là, elle paye tout seul. C'était une situation difficile. Puis à un moment donné, elle était capable de sortir la tête de l'eau. Puis elle me disait, j'aimerais ça mettre 50 $ de côté par mois. Puis à un moment donné, on pense à ça, on programme ça. Puis elle me dit, hey, 50 $, c'est-tu assez? C'est-tu beaucoup? Puis ce que je lui ai dit, c'est, si je compare à mon client qui met 1000 $ de côté par mois, c'est vraiment pas beaucoup. Si je compare à toi il y a 15 minutes, c'est vraiment beaucoup. Parce que 15 minutes, tu mettais 0, puis là, tu mets 50. Fait que c'est pour ça que le jeu de la comparaison, ça ne sert à rien. Moi, ce que je dirais, c'est commençons par le montant avec lequel on est capable de commencer. Ça se réajuste tout le temps. C'est pas parce qu'on commence avec 20$ qu'on va mettre 20$ à vitam aeternam. L'idée, là, c'est de développer le muscle de l'épargne. Moi, j'avais fait une analyse là, dans la clientèle que j'ai à mon cabinet, là. Parce que il y a beaucoup de les mêmes profils. Il y en a des fois, c'est des gens qui ont... C'est pas comme des gens qui font 500 000 de revenus puis des gens qui en font... Ils ont tous à peu près le même profil. Fait que je voulais savoir, OK, pourquoi j'en ai qui sont dans le premier tiers en termes de richesse, puis pourquoi j'en ai qui sont dans le troisième tiers? Parce qu'ils ont tous à peu près le même coffre à outils. Puis la conclusion à laquelle on en était venu, c'était les gens du premier tiers, ils ont de l'épargne automatique. Fait qu'ils se payent en premier. C'est pas des 1000$ par mois tout le temps. C'est juste qu'ils ont automatisé leur épargne. Exact. C'est automatisé. Puis ça part tout seul. L'idée puis la science derrière ça, ce que ça nous dit, c'est si on se paye en premier, ben il va toujours avoir, ça se fait tout seul, on s'en rend pas compte. Si nous, ce qu'on fait, c'est on épargne ce qui reste, ce que la majorité des gens font, ben il reste jamais rien parce qu'il y a toujours quelque chose qui brise, il y a toujours quelqu'un qui t'invite quelque part, il y a toujours quelque chose de plus fun à acheter que mettre 20$ dans un fonds d'investissement. Fait que c'est pour ça que, tu vois, nous autres, dans l'analyse de clientèle, c'est ça qu'on avait réalisé. Fait que c'est pas une question de montant. Mets 15$, mets 20$, mais ça te dérange pas. Mais commence par un montant, développe ce muscle-là, puis après ça, une fois que tu as fait ça, là, 50% de la job est faite. Après ça, ben, on s'entend, là, si tu mets 10$ par mois toute ta vie, ce ne sera pas un gros montant, mais au début, il ne faut pas qu'on se mette en mode, il faut juste qu'on se mette en mode épargne, qu'on commence le processus, puis après ça, ben, ça va monter tout seul. J'aime beaucoup le fait que tu parles justement encore une fois, de se rappeler que c'est se payer en premier. Parce que souvent, quand on ne le consomme pas cet argent-là, on oublie presque en fait, non, c'est notre argent. Donc finalement, on est en train de se payer soi-même. Puis la deuxième chose qui m'a marqué, c'est aussi le fait que tu parles de son moi futur. Donc en fait, c'est de garder en fait le cap sur la personne qu'on veut devenir dans le futur. Et aussi quand tu parles de comparaison, de ne pas se comparer aux autres, mais de se comparer à son moi d'hier finalement est le meilleur élément de comparaison qu'on puisse avoir. Ouais, puis c'est drôle parce que moi, je suis pas un gros fan du modèle bancaire dans la vie. Là. Okay. Ben, il y a une pub qui roule, peut-être que vous l'avez vu, là, il y a une pub qui roule de la Banque Scotia en ligne à la télévision présentement. Puis c'est tout le temps, c'est comme le principe qu'il y a toujours quelqu'un de plus riche que toi. Tu sais, quand toi, tu es dans un restaurant, tu regardes de l'autre côté de la rue, il y a un meilleur restaurant, puis là, toi, tu penses à une voiture de luxe, mais là, tu vois quelqu'un avec une limousine, puis là, tu es dans ta limousine, puis là, tu vois quelqu'un avec un hélicoptère, puis là, après ça, tu vois quelqu'un avec un jet. C'est toujours quelqu'un qui va paraître avoir plus de succès que toi. Puis, fait que ce jeu-là, ça sert à rien. Tu vas toujours être plus riche puis plus pauvre que quelqu'un. Fait que moi, ce que je dis toujours, c'est pense juste à tes objectifs à toi, ta vie à toi. Puis agis en fonction de ça. Là, parce que ce jeu-là, on peut jamais gagner à ça. Là. Alors, tu l'as dit un peu plus tôt. Les choses évoluent. On a parlé notamment de ça par rapport au système éducatif. On parle énormément de technologie en 2025.
Est-ce que la technologie facilite l'entrée justement en matière pour les jeunes? Moi, je pense que oui. Justement, on a parlé de l'accès à l'information. Fait que ça passe beaucoup par les moyens technologiques auxquels on a accès. Puis ensuite de ça, tout ce qui est l'investissement avant, là, mettons quelqu'un qui voulait commencer l'investissement, il n'y avait pas le choix de passer par un professionnel. C'était possible là, d'acheter des actions par soi-même, mais il fallait quasiment aller en personne à la bourse, puis vraiment complexe. Là maintenant, quelqu'un peut s'ouvrir un compte en ligne assez rapidement. C'est pas magique, là, puis oui, on peut faire des erreurs là-dedans, là, fait qu'il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Si on sent pas que c'est notre science puis qu'on est à l'aise avec ça, il y a toujours l'option de faire affaire avec un professionnel. Mais oui, l'aspect technologique permet de prendre ça en main plus facilement. Il faut quand même faire attention. Là. Moi, je prends souvent l'exemple des budgets. Là. Il y a un paquet d'outils technologiques. Si vous faites là, sur le App Store, sur Google Play, budget, là, vous allez avoir une liste infinie d'applications. Les banques en ont. Il y a des applications de tierces parties. Moi, je trouve, par expérience, là, que les gens qui souvent utilisent ce genre d'applications-là pour le budget, les budgets sont beaucoup moins bons que des budgets faits à la main. T'sais, mettons sur Excel ou. Parce que le fait que ce soit automatisé, l'idée derrière le budget, c'est prendre conscience de ses revenus, de ses dépenses, puis de la place de chacun. Quand c'est automatisé, c'est plus difficile d'en prendre conscience. Fait que rendu là, j'accepte que peut-être que je sonne comme quelqu'un de 85 ans, là, mais je trouve, là, par expérience, que au niveau investissement, planification financière, la technologie, à mon sens, simplifie grandement tout ce qui est cet aspect-là. Au niveau budgétaire, je trouve que le bon vieux Excel fait encore mieux la job que les alternatives parce que le fait qu'il ne soit pas automatisé te force à faire les constats par toi-même, ce qui n'est pas le cas des fois autrement. Là. Tout à fait. Je voudrais revenir sur les éléments qui influencent la planification des jeunes. On a touché brièvement au système éducatif, encore une fois. Qu'en est-il des parents ou de la famille? Comment est-ce que ces personnes-là influencent le rapport à la planification financière des jeunes? C'est pas facile parce que les études ont démontré que, puis j'avais fait un atelier par rapport à ça il y a quelques semaines, là, la majorité des comportements qu'on a comme adultes au niveau financier sont essentiellement le reflet de ce que nos parents nous ont inculqué de façon voulue ou non. Des fois, une maison dans laquelle l'argent est tabou, l'argent est le mot qu'il ne faut pas prononcer, puis où il y a un gros stigma autour de ça, fort probablement que les enfants qui vont sortir de ce ménage-là, qui vont devenir adultes, vont reproduire les mêmes choses. La science démontre que l'endettement parental souvent devient de l'endettement au niveau des enfants lorsque c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Ça ne veut pas dire que si tes parents n'ont pas un bon rapport avec l'argent, automatiquement, c'est pas une fatalité, exactement. Mais la science démontre qu'il y a un lien assez direct entre les deux. T'sais. Fait que c'est pour ça que, justement, en tant que parent, ce qu'on peut faire, c'est si on se rend compte que nous, c'est clairement tabou puis il y a clairement un enjeu, ben, c'est des choses qu'on peut changer. Puis souvent, là, même en investissement, il y a des études qui ont été faites là, que tes premiers contacts avec l'argent sont super importants parce que c'est ces contacts-là qui vont forger ta relation avec l'argent pendant toute ta vie. Puis il y a un exemple très récent de ça. Là. Les gens qui ont commencé à investir en 2008 ou 2009, c'est des gens qui, encore aujourd'hui, ont presque aucune tolérance au risque. Pourquoi? Parce que 2008, il y a eu la grande crise. Eux autres, là, leur première expérience, ça a été « Hey, je mets 1000$, je regarde, OK, il vaut 800. C'est pas le fun. » Les gens qui ont commencé, mettons, leur petit frère ou leur petite sœur, qui ont commencé en 2010, et le 2010 jusqu'à aujourd'hui, là, ça a été quasiment vers le haut tout le temps. Fait que ces personnes-là, ils ont juste 2 ans ou 3 ans de différence, mais ils ont un rapport avec l'argent totalement différent. Fait que c'est pas nécessairement la faute de l'un ou l'autre. C'est que tu es marqué par ton premier rapport. T'sais. Fait que les parents ont un rôle à jouer, mais il y a un contexte aussi. Nous autres, on le voit encore. Là, les clients, là, mettons les retraités qui ont 80, aux alentours de 75 à 95 ans, là, eux autres, ils n'ont pas vécu la Grande Dépression en 1929-1930, mais leurs parents l'ont vécu. Puis pour les gens qui connaissent pas cette période-là, là, c'est une période où au
Québec, au Canada, aux États-Unis, pendant des années, l'économie, là, essentiellement, n'existait pas. Là. Il n'y avait aucune perspective d'emploi. Les gens vivaient dans la misère la plus extrême. Ces gens-là, ils ont eu des enfants. Puis le rapport avec l'argent là, des parents en 1929, là, on le voit encore dans les gens aujourd'hui. Moi, j'ai des retraités là, qui ils ont accumulé beaucoup d'argent parce qu'ils n'ont jamais voulu dépenser, parce qu'ils ont le rapport de leurs parents. T'sais. Puis, t'essayes, ils sont rendus vraiment âgés. Puis là, t'essayes, OK, Monique, on peut dépenser 60 000 $ cette année. Là. Puis là, tu rencontres l'année prochaine, puis il reste 55 000 dans le compte chèque. Ils ont été programmés comme ça. L'argent est tabou. Puis quand t'en as, faut que tu la gardes parce que, hey, s'il se passe de quoi, puis t'en as plus après. Puis, fait que c'est dur de faire son propre rapport avec l'argent parce qu'on est inconsciemment, on est impacté par un paquet de choses. Là. Mais oui, les parents ont un bon rôle à jouer. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir une influence positive si les parents ont un rapport, on va dire, positif avec l'argent ou l'inverse. Mais à la fin de la journée, ce n'est pas une fatalité. Et en parlant de ça, en tant que jeune, justement, qui a peut-être des petits revenus, est-ce qu'il a intérêt à consulter un professionnel dès maintenant? Moi, je pense que oui. La seule affaire à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau des professionnels, là, moi, je dirais, souvent, on est mêlé dans les titres professionnels. Moi, j'ai des titres professionnels. Conseiller en sécurité financière, ça, c'est quelqu'un qui est autorisé à distribuer exclusivement des produits d'assurance. Représentant en épargne collective, c'est quelqu'un qui est autorisé à distribuer des produits de placement. Mais le titre de planificateur financier, le planificateur, là, c'est le corps arrière sur les 7 champs de la planification financière d'une personne. Fait que pense à placement, assurance, retraite, fiscalité, succession, ainsi de suite. Fait que mettons que tu rencontres quelqu'un de 22 ans, tu n'es pas en mode succession. Là, ils ont chacun leur importance, dépendamment de où tu es dans ta vie. Et moi, je dirais à ta question, oui, mais privilégier un planificateur financier. Pour vous donner une idée, là, il y a 60 000 conseillers au sens large au Québec, seulement 4 711 planificateurs financiers. Fait que le planificateur financier, c'est le seul qui est obligé d'avoir une formation universitaire. Il y a beaucoup plus d'obligations en formation continue que les autres types de professionnels dans l'industrie de la finance. Fait que c'est pas ça veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas le titre est fondamentalement mauvais. Là. Moi, j'en ai des amis et des collègues qui n'ont pas le titre puis que je ferais affaire avec eux. Mais quand on est en mode magasinage, puis moi, j'accorde une importance au titre. Là, fait que pour un jeune, tu as rencontré un planificateur financier qui va s'asseoir en face de lui puis qui va dire « OK, t'es qui? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs? Parfait, on va essayer de transmettre ça dans un plan financier. » Moi, je vois une grande valeur ajoutée. Là. Fait que je dirais oui, puis privilégier le planificateur financier. Génial. Et toujours dans le sens des éléments qui influencent justement notre rapport à la planification financière, à ton avis, que peuvent faire les institutions ou les organismes communautaires pour mieux soutenir justement les jeunes dans ce sens? Moi, je pense que ce dont les jeunes ont besoin, là, c'est un accompagnement au sens... je trouve que on dirait que c'est rendu tabou de rêver. C'est comme des fois, tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut faire, puis il a dans sa tête son plan puis son rêve, mais il veut pas vraiment te le dire parce que c'est comme s'il n'avait pas le droit de le dire. Okay. Fait que je trouve que autant les organismes financiers, communautaires, juste qu'on se permette entre nous autres de rêver, puis je sais pas, je remarque ça récemment là, je demande à des gens qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis je sais qu'ils ont la réponse dans leur tête. Ils osent pas. C'est comme si t'avais pas le droit d'espérer des bonnes choses ou des belles choses. Je le vois de plus en plus. Ça. Très intéressant parce que, sans vouloir te couper, c'est juste qu'en commençant, justement, on précisait que tout n'était pas qu'une question d'argent, finalement. Il y a vraiment une question aussi, au-delà des habitudes, etc., de ton état d'esprit, de ton mindset, de ta mentalité, dont on parle pas tant, finalement. C'est vraiment ça qui est la base de notre comportement financier, si je peux l'appeler comme ça. Oui, puis ultimement, la planification financière, elle n'existe pas sans objectif. Moi, si tu me dis « Hey, je veux une planification financière », tu dis « Hey, Alex, fais-moi une planification financière »,
Je sais pas quoi faire. T'es qui? Sur la base de quoi? Veux-tu une maison? Tu Veux-tu vas rester aller où? en loyer? Veux-tu voyager? Veux-tu te lancer en entreprise? Veux-tu des enfants? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse au niveau des objectifs. Il y a des bonnes ou de mauvaises réponses dans la planif puis dans comment on l'établit. Mais souvent, je trouve que moi, ma première job, là, c'est de demander. Moi, j'ai déjà dit à des clients, hey, je peux pas t'aider. Va. C'était cru, comment je l'avais dit, là, parce que j'étais comme, j'ai pas dit va te trouver un but, là, mais c'était comme, va déterminer, tu t'es levé un matin, là. Pourquoi? Pas obligé de te lever, ultimement, là. Pourquoi tu t'es levé? Qu'est-ce qu'on accomplit, là? Qu'est-ce qu'on veut faire? Puis une fois que tu vas avoir la réponse à cette question-là, ben là, je vais pouvoir te faire une planif. Parce le but de la planif, ça va être de prendre ce but-là, de prendre cet objectif-là, puis de venir créer un plan pour qu'il soit vrai aujourd'hui, demain, et ainsi de suite. Fait que je trouve que, mettons, le rôle de la société, du communautaire, c'est de permettre aux gens de rêver. On dirait que, tu sais, avec le coût de la vie, avec les maisons qui sont plus difficiles à acheter, on dirait que souvent on prend pour acquis que nos rêves sont non réalisables. Je trouve ça plate. Puis on revient à ce qu'on disait tantôt, dès de commencer jeune, puis tout ça, ben, ça permet justement de mettre toutes les chances de son côté. Mais c'est quelque chose que je ne remarquais pas quand j'ai commencé, ça. Quand j'ai commencé, tout le monde me disait c'était quoi leur projet, puis c'était pas stressant. Puis là, maintenant, j'ai l'impression que on a moins de projets où on en a, mais on ne veut pas les partager. On prend pour acquis qu'ils ne sont pas réalisables. Fait qu'on s'entend, ça, c'est pas... Il n'y a pas un bouton sur lequel on peut appuyer, puis tout ça change, là. C'est un constat sociétal, là. Mais ce serait ça ma réponse. Puis j'ai pas la manière par laquelle on peut le faire. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Là. Mais j'ai fait ce constat-là récemment, puis je trouvais ça plate, je trouvais ça poche. Fait que, tu vois, ta question m'a comme envoyé un petit peu vers cette direction-là. Ben écoute, je pensais pas, donc je trouve que c'est super intéressant d'avoir ta perspective justement de la situation par rapport à ça. Puis je pense qu'il y a différents moyens d'accompagner. Enfin, il y a du coaching de vie pour toucher à tout ce qui est lié au mindset, justement, pour aider à définir les objectifs de vie à long terme. Parce que souvent, quand on est jeune, on pense à maintenant. On est plein de vie, on a plein de trucs qu'on a envie de faire au quotidien, alors que c'est important aussi de penser, encore une fois, à son moi futur. Ouais. Alors, merci beaucoup, Alexandre, pour ces explications et pour l'éclaircissement vraiment que tu nous donnes par rapport à ces différentes questions. Donc, pour résumer, beaucoup de jeunes repoussent leur planification financière par peur, par manque d'informations ou encore par fausses croyances. Pourtant, commencer tôt est un énorme avantage, grâce aux intérêts composés et la discipline financière qui s'installe dès le départ. Il n'est pas nécessaire de commencer par de gros montants, l'important, c'est la régularité. Les outils numériques, l'entourage et les professionnels peuvent t'aider à franchir ce premier pas. Avant de terminer, Alexandre, si tu avais un seul conseil à donner à un jeune qui hésite encore à se lancer en planification financière, quel serait-il? Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, ce serait, puis je l'ai déjà donné, mais le jeu de la comparaison est un jeu qui n'en vaut pas la chandelle. Puis si tu commences à jouer à ce jeu-là aujourd'hui, tu vas encore y jouer à 40, puis à 50, puis à 60. Tu vas toujours être en train de courir après quelque chose qui n'est même pas ton but en réalité. Fait que pense à tes objectifs, à toi, à ta manière de les remplir. Laisse faire les autres. Tu as une vie, c'est toi qui la contrôle, puis concentre-toi là-dessus. Ce serait ça mon conseil. Excellent, puis merci de le répéter parce que je pense qu'il en vaut clairement la peine. Alors, merci encore pour ta participation, merci à vous qui avez pris le temps de nous écouter. On espère que cet épisode vous donnera envie d'agir dès maintenant pour construire un avenir financier plus solide. Pour aller plus loin, vous trouverez dans la description de cet épisode des ressources utiles, notamment celle de la Code F Academy. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'APMO.